magnifique et chargé d'histoire, mais heureusement, il y a pour ce 11e débat des invités remarquables qui vont être là pour m'aider. Alors, je dois d'abord vous rappeler de respecter les règles Covid, gestes barrières, de garder votre masque, même si nous vous donnons le mauvais exemple pendant toute la durée de ce débat, que la librairie de l'Institut est ouverte dans la deuxième cour avec les ouvrages des intervenants, qu'au nom de Christian Auboineau, qui est le fondateur de ces formidables rencontres, je remercie tous les partenaires qui, malgré le report de ces 6e rencontres capitales, sont restés fidèles. Ensuite, tous les débats sont en streaming sur le site des rencontres capitales. Donc, vous pouvez dire à vos amis, restez chez eux, qui peuvent également nous suivre. Alors, le débat est également préparé avec un panel d'étudiants qui prendront la parole au moment des questions. Les rencontres capitales, c'est le grand débat d'idées de l'Académie française qui, depuis 10 ans, instaure un dialogue direct entre vous tous et le monde de la recherche, des sciences, de la pensée, tous les acteurs qui font et qui pensent le monde. Alors, nous sommes des milliers donc à nous retrouver pendant 3 jours, académiciens, personnalités publiques, penseurs, acteurs scientifiques, économiques ou culturels, qui vont nous aider à décrypter les mutations et à essayer d'inventer le monde de demain en mieux. Pas facile. Ces échanges qui sont transgénérationnels et pluridisciplinaires, et c'est la nouveauté de cette année, serviront d'inspiration aux travaux des futurs des académies. Alors, je vais reprendre un exemple cher à Étienne Klein pour commencer. Le 5 avril 2020, au plus fort de la première vague de cette crise épidémique, le Parisien a lancé un grand sondage auprès de 1000 personnes en leur demandant si un traitement à base de chloroquine serait efficace contre la Covid-19. Et là, alors que personne n'en savait absolument rien à ce moment-là, 51% des personnes interrogées ont répondu oui, 20% ont répondu non et seulement 21% se sont abstenus, disant qu'ils ne savaient pas. Alors, je voudrais ensuite citer une citation que j'ai trouvée dans l'excellent livre de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, une phrase de Jean Perrin, qui fut prix Nobel de physique en 1926. « Les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. » On lui pardonne d'avoir eu un peu tort, puisqu'il a dit cela il y a plus de 100 ans. Alors, ce sondage, il illustre une réalité que quel que soit le sujet dont il s'agisse, que ce soit un débat de société, un livre, une controverse société, il faut aujourd'hui avoir un avis sur tout. Dans un monde ultra connecté qui fait la part belle à l'instantanéité, à la petite phrase de préférence sortie de son contexte, les médias d'information en continu préfèrent bien souvent inviter un polémiste à un spécialiste, faisant donc la part belle à l'opinion plutôt qu'à la connaissance. Il s'agit d'aller vite et de faire le buzz. Alors nous sommes aujourd'hui 67 millions d'électeurs en France, devenus 67 millions de sélectionneurs, puis 67 millions d'épidémiologistes. On dit que la parole se libère. Je crois qu'elle devient parfois violente, antisémite et xénophobe. La montée aux extrêmes est maintenant souvent rapide et semble laisser peu de place à la nuance. Alors que nous avons presque tous accès instantanément, en tout lieu et à tout instant, à une immense quantité d'informations et de savoir, mais de fake news aussi. Comment démêler le vrai du faux, alors que les réseaux sociaux et moteurs de recherche nous agrègent en communauté d'opinion. Il semble beaucoup plus facile de partir au combat que de relever la nuance. Et cette fois, c'est une citation relevée dans le livre de Jean Birenbaum que je citerai pour placer ce débat sous les meilleurs auspices.
que chacun dise franchement ce qu'il a à dire, la vérité naîtra de ces sincérités convergentes. Et c'est Marc Bloch qui disait cela en 1940. Alors, à mes côtés, Eugénie Bastier, essayiste, journaliste au Figaro et l'auteur d'un livre que je viens de perdre, mais intitulé La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, paru en mars, je crois. Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, qui dirige le département de recherche sur les sciences de la matière, l'ARCIM au CEA, qui est un compagnon de longue date des Mardis de la Philo, que j'anime depuis 10 ans, des rencontres de philosophie tous les mardis à Saint-Germain-des-Prés. Vous êtes l'auteur de très très nombreux ouvrages, au moins 3 ou 4 publiés rien qu'en 2021, et le dernier, L'esprit du corps, paru en octobre. À vos côtés, Gérald Bronner, qui est sociologue, professeur de sociologie, mais également membre de l'Académie de médecine et de l'Académie de technologie, et auteur d'un remarquable livre intitulé Apocalypse cognitive, dont nous aurons l'occasion de reparler. Jean Birenbaum, alors vous êtes certainement celui dont l'ouvrage est le plus en accord avec notre sujet, Le courage de la nuance. Vous êtes essayiste, journaliste et vous dirigez depuis 2011 Le Monde des livres. Enfin, et ben voilà, j'oublie votre nom, déjà tout à l'heure je l'ai. Antoine Petit. Voilà, c'est ça. Antoine Petit, vous êtes agrégé de mathématiques, docteur de sciences. C'est pour ça peut-être que je vous ai moins lu, parce que c'est moins mon sujet. Et vous dirigez depuis 2018, vous êtes président du CNRS. Créé par Jean Perrin en 1939. Pardon ? Créé par Jean Perrin, oui. Voilà. Alors, il me reste maintenant à vous poser quelques questions. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, Gérald Bronner. Qu'est-ce qu'un monde d'opinion? Que nous soyons déjà d'accord sur les termes de ce débat. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Et quel est le rôle des réseaux sociaux? C'est un peu couvrant comme question. Alors d'abord, je signale, puisqu'on est ici sous la coupole, que l'Académie des sciences morales et politiques avait pris ce sujet sur la constitution de l'opinion il y a 1 an ou 2, je crois, qu'ils ont écrit d'ailleurs un ouvrage collectif remarquable à ce sujet. Alors sur l'opinion, non, bien sûr que c'est pas nouveau le fait qu'il y ait des opinions. Après, l'opinion, la notion d'opinion est une abstraction, bien sûr. C'est un modèle mental pour essayer de comprendre, et un modèle mental qui est particulièrement important dans les démocraties, puisque ce sont des systèmes politiques qui sont censés être sensibles en partie à l'opinion publique. Alors, je ne saurais pas vous définir exactement ce que c'est que l'opinion publique, mais si on fait un exercice de pensée pour voir à quoi ça pourrait renvoyer une opinion publique entre guillemets pure, et donc qui n'existe pas à proprement parler. Ce serait par exemple, si on pouvait interroger les 67 millions de Français que vous avez évoqués tout à l'heure, donc même les tout petits, admettons, si on pouvait les interroger sur un sujet à propos duquel ils seraient totalement neutres, si tant est que ça soit possible, ils n'ont absolument aucune idée, on leur soumet un sujet et n'ont pas le droit de débattre les uns avec les autres. Voilà. Là, on aurait une opinion qui serait juste l'agrégation des points de vue individuels et qui serait en quelque sorte pure. Je dis bien en quelque sorte parce que vous comprenez bien, pas besoin d'être sociologue pour comprendre que ce phénomène-là ne survient jamais. Et donc pourquoi il ne survient jamais, et c'est ça qui va nous aider peut-être à approcher ce qu'on peut entendre par opinion publique et la façon dont elle se constitue. D'abord parce qu'il est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais, qu'on soit tout à fait neutre par rapport à un sujet. Même lorsque un sujet est tout à fait nouveau, comme une innovation technologique par exemple, qui implique des compétences techniques, expertes que nous ne possédons pas forcément, eh bien, et ce n'est pas Étienne Klein qui est à côté de moi qui me démentira, cela ne veut pas dire que pour autant nous n'ayons pas d'opinion à propos de cette innovation technologique. Par exemple, on a beaucoup parlé, vous avez dû entendre parler, par Facebook, enfin par autour de Facebook, la question de métaverse. Bon, on ne sait pas bien ce que c'est, mais je suis sûr que si je vous demandais est-ce que ça vous fait un peu peur,
Oui, probablement. Ça nous inquiète? Tout simplement parce que cette innovation technologique, elle est précédée, par exemple, d'un imaginaire fictionnel. Et que cet imaginaire fictionnel, il va en quelque sorte conditionner la représentation que nous allons avoir de cet objet que nous n'avons pourtant pas encore vu, à proprement parler. Donc c'est une première chose. Il est très rare que nous soyons tout à fait neutres sur un sujet. En général, tous les sujets impliquent des représentations préalables que nous avons tout simplement constituées par socialisation, par fréquentation de la fiction, de groupes sociaux, l'éducation, les amis, etc., etc. Et comme beaucoup de sujets, en quelque sorte, par capillarité, se touchent, c'est-à-dire et nous font penser à n'importe quel autre sujet, bien généralement, il est donc très rare que nous n'ayons pas de ressources cognitives pour avoir un point de vue. Puis le deuxième point, qui nous ramènera peut-être tout doucement vers notre sujet d'aujourd'hui, est que lorsqu'un débat de société apparaît, je ne sais pas, la peine de mort par exemple, ou le métaverse dont on a parlé, ou par exemple, est-ce qu'il est courageux d'être nuancé? La nuance aujourd'hui, voilà un sujet de société qui, je suis sûr, est débattu très au-delà du cercle que nous avons constitué. Eh bien, il y a des échanges entre les personnes. Pas. Et ces échanges, heureusement d'ailleurs, vont constituer une partie de l'évolution de notre opinion sur un sujet. Même si nous avons déjà un point de vue préalable, sauf si nous avons un point de vue radical sur cette question, nous avons une forme de malléabilité intellectuelle qui nous permet d'être ouverts au débat. Heureusement pour la démocratie, sinon ce serait un système politique qui aurait peu d'intérêt. Alors seulement, voilà, dans la constitution de ces débats, il y a un point tout à fait important qui est en quelque sorte la perception que nous avons de l'opinion des autres, ce qu'on appelle le calibrage social. Et s'il y a bien quelque chose qui a été très très profondément métamorphosé, on va dire dans les 2 dernières années, dans les 20 dernières années, les 2 dernières décennies, pardon, ce sont les outils et les dispositifs qui nous permettent d'évaluer, nous croyons, nous évaluons, l'opinion des autres. Et de ce point de vue, les mondes numériques ont très très largement perturbé notre outillage spontané de calibrage social. Bien sûr, on pourrait donner un autre exemple, celui des sondages, par exemple. Les sondages, les enquêtes d'opinion qui ne cessent de se déverser sur nous. D'ailleurs, on pourrait démontrer tout à fait quantitativement qu'il y en a depuis ces dernières décennies de plus en plus, ce qui prouve qu'il y a une inquiétude en quelque sorte. C'est comme si la démocratie ne cessait de se saisir elle-même, de s'auto-saisir pour savoir quelque chose. Pour savoir si, par exemple, les Français sont pour l'hydroxychloroquine ou contre l'hydroxychloroquine. Aussi absurde que ça, cette question, on sait que lorsqu'on pose une question, on a une réponse. Voilà, notre cerveau est ainsi fait que généralement, encore une fois, il est rare qu'on ne propose pas une réponse spontanée. Et c'est ce que je dis souvent à ma fille d'ailleurs, ne me pose pas de questions, sinon j'aurai une réponse. Quoi. Voilà, mais je ne peux pas t'assurer de la qualité de cette réponse, mais il est certain que je vais te proposer une hypothèse, des théories à propos de tout et n'importe quoi. Bon. Alors le calibrage social, pour ne pas être trop long, mais pour quand même justement faire cette introduction sur la question de la nuance, de la polarisation, de la radicalité, ce calibrage, il a largement été modifié par l'apparition des réseaux sociaux, qui sont, comme vous le savez, qui nous proposent à tout moment une métrique de l'opinion des autres, par les likes, par les retweets, par la popularité apparente d'un contenu. Or, les sciences sociales computationnelles, qui m'intéressent beaucoup, démontrent qu'il y a bien un résultat très très solide, et qui est en même temps trivial, c'est que nous sommes des animaux sociaux, vous le savez, et nous sommes très influencés par le point de vue saillant des autres, c'est-à-dire par la prévalence des points de vue, en particulier quand notre opinion n'est pas entièrement constituée. Si vous avez une opinion très solide sur un sujet, vous serez peu influencé par la structuration du marché de l'information. En revanche, si vous avez une forme d'indécision, si émerge un nouveau sujet, le métaverse, l'hydroxychloroquine ou que sais-je, n'importe quel nouveau sujet qui peut émerger dans le débat public, eh bien, vous allez être fortement influencé dans le doute sur ce que vous croyez pouvoir percevoir du point de vue des autres. Or, précisément, les réseaux sociaux dont on parle, les mondes numériques, mettent en scène de façon permanente le point de vue des autres, mais de façon aussi très trompeuse. Parce que dans ces mondes numériques, comme vous le savez, nous ne cessons d'aller chercher des informations qui vont dans le sens de ce que nous croyons déjà et de nous auto-enfermer dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et dans ces chambres d'écho, nous allons facilement avoir l'impression d'une forme d'unanimité ou en tout cas de consensus qui se dégage et qui peut être tout à fait faux. De sorte que quand vous avez cette impression, vous pouvez aussi croire qu'on vous ment si les gens ne sont pas d'accord avec cette impression et si on vous dit qu'au contraire, votre point de vue est très minoritaire.
vous vous mettez facilement à dire non, tout le monde pense comme moi en fait, mais ce sont les médias conventionnels qui nous trompent, n'est-ce pas? Et vous avez cette certitude chevillée en vous, effectivement. Et donc, tout cela constitue un miroir déformant et commence à avoir des impacts tout à fait sérieux. On peut dire que, d'une certaine façon, la vie numérique perturbe la vie démocratique. Et c'est d'autant plus vrai, et je vais même vraiment m'arrêter là, longue introduction, pardon, c'est d'autant plus vrai que, là aussi c'est un élément assez documenté par la science aujourd'hui, les mondes numériques ont largement favorisé des groupes qui peuvent être très minoritaires, mais qui sont très motivés à faire valoir leur point de vue. Comme ils sont très motivés à faire valoir leur point de vue, je pense notamment, je vais prendre un exemple, on pourrait en prendre d'autres, les antivax, les vrais anti-vaccins, sont très minoritaires en réalité. Les enquêtes d'opinion en France déforment un peu leur vraie présence, parce qu'en réalité, les gens se méfient. Il y a beaucoup de gens qui se méfient des vaccins, mais les vrais anti-vaccins militants sont très minoritaires. Seulement, ils sont très très actifs. Et ça, beaucoup d'études le montrent. La plupart d'entre nous, eh bien, on reste quoi ? Et cette asymétrie qui est en train de se produire dans cette drôle de démocratie numérique, c'est que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais dans ce monde-là. Ce qui fait qu'il y a une asymétrie de visibilité des points de vue. Et si vous m'avez bien suivi, eh bien cette asymétrie de visibilité des points de vue, elle peut instiller en nous l'idée d'une représentativité, d'une fausse représentativité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur certains sujets, notre boussole morale, elle peut largement indiquer le Sud. Merci beaucoup, Gérald Bronner. Alors maintenant, Antoine Petit, donc maintenant je n'oublierai plus le nom. La nuance peut-elle exister en dehors d'une solide connaissance du sujet abordé? Autrement dit, est-ce que ça n'est pas une condition pour voir émerger la nuance que de savoir de quoi on parle? Je pense qu'on pourrait poser la question même à l'inverse. Donc je ne suis pas sûr que de savoir répondre de façon binaire par votre question. Mais je pense que la nuance, elle doit intervenir quand on ne sait pas. Donc on n'a pas. Je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Je pense que ça, c'est peut-être un message que les scientifiques ont à cœur de faire passer, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait. C'est-à-dire dire la Terre est plate. Ça, on sait que c'est pas vrai. Même si au fond, si je demande à chacun d'entre vous, démontrez-moi dans les 5 minutes qui viennent que la Terre n'est pas plate, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, Étienne, à part Étienne, bien sûr, qui sauront nous démontrer que la Terre n'est pas plate. Pourtant, on s'est construit un faisceau de convictions. On a lu, on a une confiance un peu générale en la science qui fait que oui, on croit que la Terre n'est pas plate. Et est-ce qu'il faut être nuancé en disant mais non, peut-être, si vous pensez que la Terre est plate, on va en discuter? De mon point de vue un peu rigoureux et un peu pas toujours on verra tout, la réponse est non. J'ai autre chose à faire qu'à perdre mon temps à discuter avec le fait que la Terre est plate ou pas. Et donc en l'occurrence, c'est pas un problème de connaissance ou pas. Je pense qu'on peut ne pas être nuancé et dire non, la Terre n'est pas plate, et de même que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais le contraire. Donc à un moment, je pense que je ne sais pas faire un lien entre finalement le fait d'être nuancé et le fait d'avoir des connaissances. Je pense qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qu'il faut assumer. Pour rebondir sur ce que disait Gérald tout à l'heure, les antivax, ils ont le droit d'être antivax, mais ils n'ont pas le droit de nous faire croire que scientifiquement, c'est un risque. Et c'est intéressant de voir qu'ils le font encore, mais peut-être parce que là-dessus, on est trop gentil et trop nuancé. Sur le réchauffement climatique, qui est un autre exemple, ce qui est intéressant, c'est que même les pays qui font pas grand-chose n'ont pas essayé de faire croire qu'il y avait des scientifiques qui démontraient que le réchauffement climatique n'était pas une réalité. D'accord ? Donc en fait, c'est intéressant de voir que les scientifiques l'ont fait par le passé. Oui, mais par le passé. Mais le fait qu'à un moment il y ait des controverses scientifiques, c'est sain. La controverse scientifique, ça fait partie de la démarche scientifique. Simplement, la controverse scientifique, c'est pas de la croyance, c'est argument contre argument, c'est des discussions, c'est pas de l'imposition, et c'est vraiment différent. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, peut-être 20 ou 25 ans après les débuts des travaux du GIEC, aujourd'hui, il y a un consensus général, et plus personne, encore une fois, même les pays qui ne font rien, n'ont pas dit on va regarder nos scientifiques à nous, ils nous ont dit que le réchauffement climatique était un leurre. Donc moi, ce qui me semble le plus important, c'est la science n'est pas de la croyance. Et donc il y a des choses qu'on sait, quelques-unes, il y a des choses qu'on ne sait pas.
Il y a aussi une notion qui est mal comprise par les gens, c'est la notion de probabilité et d'occurrence. Le fait qu'un événement soit possible ne veut pas dire qu'il est probable. Chacun d'entre nous, tout à l'heure, va sortir de l'Institut de France et la probabilité de prendre une météorite sur la tête n'est pas nulle. Soyez, vous n'êtes pas obligé de lever la tête quand vous allez sortir, mais donc d'un point, ça ne sert à rien en plus, mais d'un point de vue scientifique, on ne peut pas dire la probabilité est zéro. Et donc je trouve que c'est aussi important de pouvoir avoir ceci à l'esprit. Je veux dire par là que si je prends l'hydrochloroquine, au moment où Raoult s'est mis à en parler, je pense qu'on ne pouvait pas dire non, ça n'a pas d'effet. De là, c'était pas efficace. C'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est que quand vous en parlez, monsieur Raoult, à ce jour-là, rien ne permet de dire que c'est un effet. D'accord ? Pourquoi est-ce que les gens ont cru plus en l'hydrochloroquine que dans le caramel mou ? Sans doute parce qu'il n'y a pas un Raoult Miss qui a parlé du caramel mou. Mais je pense que c'est important qu'à un moment, les gens, les 51% de gens que vous évoquez, entre nous, 59, qui pensaient que l'hydrochloroquine avait un effet, mais je trouve qu'ils devraient avoir, si je peux me permettre, l'intelligence de se demander pourquoi ils ont un avis là-dessus. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. C'est-à-dire, sauf si vous êtes spécialiste de médecine, et encore à l'époque on ne savait même pas, c'était pas la peine. Ensuite, le fait de comprendre ce que c'est que la démarche scientifique et de faire des cohortes avec 3 patients et demi, dont vous en avez oublié 2 et il en reste 1 et demi. Donc tout ça me semble devoir être pris en compte. Donc pour revenir à votre question, la réponse ça serait plutôt non. Moi je pense qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Il faut admettre qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il faut aussi admettre pour les scientifiques qu'il y a des moments où ils vont parler en tant que scientifiques, des moments où ils vont parler en tant que citoyens, et en tant que citoyen, vous avez le droit de croire à ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de faire croire aux gens que vous parlez avec votre casquette de scientifique. C'est-à-dire quand ce pauvre Raoult, maintenant après avoir été à l'apogée de tout le monde, il est la risée de tout le monde, donc continuons à lui taper dessus, tant pis pour lui. Il y a quelqu'un qui vous explique que les accidents de patinette, que le Covid c'est aussi dangereux que les accidents de patinette, il devrait être décrédibilisé à jamais. Ben non, les gens continuent à le croire. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Donc, encore une fois, il me semble qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, et que tout le monde n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, tout le temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant, et c'est là que c'est compliqué, là, et là il faut être nuancé pour le coup, c'est qu'il y a malgré tout des choses qu'on sait. Voilà. Merci beaucoup. Alors dans votre livre, Jean Birenbaum, vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas confondre nuance et neutralité. Mais est-ce que la modération ne serait-elle pas une condition d'expression de la nuance ? Ou bien est-ce que celle-ci ne peut pas voir le jour aussi dans la polémique ? C'est marrant, on a tous l'impression qu'il y a un terreau surprise. Ah non, je vous ai envoyé les questions. Oui, mais moi je ne l'ai pas lu, parce que je voulais vraiment que ce soit une interro surprise, donc je n'ai pas lu la question. Jusqu'où va la perversion. Écoutez, d'abord merci pour l'invitation, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. C'est vrai que c'est assez intimidant et impressionnant. Je ne sais pas comment répondre, puisque je n'ai pas préparé, mais moi je pense effectivement que, j'essaie de montrer dans le livre que justement la nuance a rien de quelque chose de mou, que justement c'est pour ça que espèce d'oxymore un peu, le courage de la nuance, c'est pour montrer que la nuance, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est pas tiède, c'est pas mou, c'est pas quelque chose c'est pas l'être nuancé n'est pas le grand méchant mou, je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'en fait, au contraire, il y a rien de plus radical que la nuance, au sens où il y a rien que ça relève d'une espèce d'insurrection de l'âme, et c'est pour ça que on parlait là du savoir. Est-ce que il faut savoir pour être nuancé? Et ici, on est dans un lieu magnifique de savoir, où le savoir rayonne de partout. Et moi, je suis très frappé par le fait que les gens que je cite dans le livre, par exemple quelqu'un comme Hannah Arendt, quand elle a quitté l'Allemagne, elle voulait plus avoir à faire quoi que ce soit elle voulait plus avoir affaire aux sachants, aux intellectuels. Elle considérait que c'était ceux qui avaient fait le moins preuve de nuance, c'est-à-dire ceux qui avaient fait le moins preuve aussi de franchise et de lucidité. Et donc qui étaient
peut-être modérés apparemment dans leur jugement et dans leur posture, peut-être raffinés, etc., mais qui étaient incroyablement vils et veuls et lâches dans leur volonté de ne pas voir ce qu'il y avait à voir. Vous savez, un écrivain chrétien, un grand écrivain chrétien, Charles Péguy, qui avait cette formule magnifique qui disait il faut dire ce que l'on voit, mais il faut aussi, et c'est encore plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Il faut voir ce que l'on voit. Et c'est pas facile de voir ce que l'on voit. Et constater ou comprendre que la nuance n'a rien à voir avec quelque chose de tiède ou de mou, c'est comprendre que très souvent, on a tendance à voir les choses en noir et blanc, effectivement, à penser qu'on sait, etc. Et que pour se remettre en question, pour faire droit au réel, à ce qu'on voit dans ces contradictions, pour voir que c'est complexe, pour voir qu'il y a toujours du en même temps, eh ben, souvent il faut quelque chose qui relève un peu d'une grâce quelque part. C'est-à-dire, ça n'est pas à donner à tout le monde, et je ne sais pas du tout à qui c'est donné. Je crois que c'est pas du tout social, c'est pas du tout culturel. Comme l'a bien montré Hannah Arendt, on peut être très savant, très cultivé, très érudit, avoir beaucoup de temps pour aller dans les plus belles bibliothèques, Mazarine ou autres, et s'auto-intoxiquer totalement dans la servilité la plus obscène, pour dire les choses en toute nuance. Et donc, si vous voulez, quelque part, la question, c'est de savoir comment. Quelque part, la question de la nuance, pour moi, c'est presque d'abord la question de la franchise à l'égard du réel, à l'égard des autres, à l'égard de soi. On a tous vécu des réunions, je pense. Vous allez me dire, peut-être que vous allez tous protester en disant, mais non, pas du tout. Mais des réunions comme ça, dans quel que soit votre milieu professionnel ou associatif ou autre, des réunions, on est autour d'une table et où on aborde un sujet et tout le monde autour de la table, très vite, sent bien, presque physiquement, que pour commencer à dire quelque chose d'un peu sérieux sur le sujet dont on parle, il faudrait nommer un enjeu, nommer un fait. Voilà. Et tout le monde s'en garde bien. Et la question, c'est qui va oser? Et je ne sais, en fait, on ne sait jamais qui va oser. Peut-être, parfois, personne n'ose. Et donc, si vous voulez, je pense que, bien sûr, la modération, tout dépend comment on l'entend. Albert Camus avait des phrases magnifiques où il disait que la démesure, c'est-à-dire effectivement cette montée aux extrêmes dont vous parliez, et on le voit aujourd'hui, il disait la démesure est un confort, souvent une carrière parfois. En ce moment, plein de gens, notamment d'intellectuels qui occupent le devant de la scène médiatique ou d'autres qui occupent le devant de la scène politique, eh bien, misent sur la jouissance d'une radicalité un peu cheap et la jouissance un peu démagogique de décrire le monde en noir et blanc, etc. Mais la question est de savoir qui va oser remettre un peu de couleur et notamment se remettre en question soi-même. Je parle beaucoup dans le livre de Georges Bernanos, un autre écrivain chrétien. Qu'est-ce qui fait que Bernanos a été le seul écrivain chrétien, maurassien, royaliste, aujourd'hui qui serait catalogué à l'extrême droite? Qu'est-ce qui fait qu'il a été le seul à voir ce qu'il voyait et à dire ce qu'il avait vu, c'est-à-dire tout d'un coup des massacres en Espagne, après un coup d'État qu'il avait applaudi des deux mains au départ, et finalement qu'il le répugne parce qu'il voit des massacres qui ont lieu au nom de ceux à quoi il tenait le plus au monde, c'est-à-dire la foi chrétienne. Qu'est-ce qui fait que c'est lui et pas un autre? Ben voilà, je ne sais pas. Et parfois d'ailleurs, Gérald Bronner parlait de ceux qui restent quoi? Voilà, ceux qui n'ont pas de réponse, ceux qui restent quoi? Peut-être que je dis souvent, c'est devenu que dans le brouhaha des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance, mais peut-être que dans une période comme la nôtre, comme dans d'autres périodes très dures, très rudes, la vraie modération, c'est-à-dire le vrai courage, c'est de la fraternité de ceux qui restent quoi? Et Albert Camus disait juste après la guerre, j'ai envie de me taire. Il considérait que l'ambiance était tellement épouvantable et tellement pourrie qu'il valait mieux se taire. Et parfois, l'éthique de la nuance, c'est-à-dire le courage d'une certaine, une certaine modération, une certaine mesure, est tout simplement une éthique du silence. Donc voilà, quelque part, la modération et la radicalité propre aux gens qui restent quoi. Merci beaucoup, Jean Birnbaum. Alors maintenant, cher Étienne Klein, c'est à vous. La connaissance scientifique peut-elle encore se dire dans la nuance lorsqu'elle va à l'encontre de l'opinion ou des croyances? Antoine Petit parlait tout à l'heure des platistes. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup de courage pour affronter les platistes ou les créationnistes? Bonjour à tous. Alors c'est drôle, mais c'est pas du tout la question que j'ai reçue. Ah bon? Moi, j'ai eu comme question la vérité peut-elle être nuancée? Ah oui, c'est vrai. Une vérité.
Mais J'avais dit que c'était des interros surprises, c'est vraiment des interros surprises. voilà. Bon, répondez Donc, à on la est vraiment- question que vous préférez. Ouais, bon. Alors, j'espère que je suis quelqu'un de nuancé, même si ça n'est pas à moi d'en juger, mais ce que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas un théoricien de la nuance. Voilà. Si j'ai été invité à ce débat, j'imagine que c'est parce que au mois de février 2021, un média sur Internet qui s'appelle Brut Officiel m'a demandé de venir parler d'un tract que j'ai écrit qui s'appelle Le goût du vrai. Le goût du vrai, c'est une expression qu'on doit à Nietzsche dans son livre Humain trop humain, dans lequel il dit que sans doute plus tard, le goût du vrai disparaîtra à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. Et donc je suis allé à cette interview et ils m'ont dit, contrairement à ce qui était prévu, qu'ils allaient m'interroger sur la nuance. Et je leur ai dit que c'était pas mon sujet. Vous prendre court. Et ils ont insisté, et du coup j'ai improvisé quelques banalités sur la nuance. Et c'était donc en février 2021. Et ce qui a été surprenant, c'est que ces banalités ont été largement commentées, comme si elles étaient des surprises. C'est qu'on s'était tellement habitué à ne plus entendre de propos nuancés que de remettre en avant ce mot qui a été ensuite théorisé par Jean de Pierrebourg, en l'associant au courage, ce que je n'avais pas fait dans cette discussion, montre à quel point ça nous était devenu étranger. Donc la question qui est posée pour cette table ronde, c'est est-ce qu'il faut être courageux pour être nuancé ? Je ne crois pas qu'on puisse répondre de façon simple, puisque moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des gens nuancés. Certains sont courageux, d'autres non. La question, c'est quand on a une vérité scientifique qui est difficilement contestable, autrement qu'avec des arguments scientifiques, est-ce qu'on doit l'asséner ou est-ce qu'on doit être nuancé dans la façon de la présenter ? Si on nuance cette vérité dans la façon de la présenter, en étant prudent, en parlant en conditionnel, en argumentant beaucoup, on risque de l'affaiblir, de faire penser que cette vérité est indécise, que c'est pas vraiment une vérité, qu'elle est fragile, qu'elle est contextuelle, qu'elle est éventuellement remise en question par des résultats qui viendraient la contredire, etc. Autrement dit, on l'affaiblit. Et je pense que ça rend la pédagogie de la science extrêmement difficile. Parce que la nuance est victime, me semble-t-il, en tout cas dans les médias, pas dans les conférences et dans les endroits où on a du temps, mais dans les médias, elle est victime d'une crise de la patience. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les premières semaines du Covid, on avait là une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique, d'expliquer non pas la méthode scientifique parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Un physicien, un théoricien ne travaille pas comme un sociologue, qui lui-même ne travaille pas comme un médecin. Donc il y a des méthodologies qui d'ailleurs s'inventent parfois en cours de route. Mais on aurait pu prendre le temps d'expliquer posément, s'agissant des traitements par exemple, ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé. Quand on parle d'un test efficace à 95%, que veut dire 95%? On aurait pu expliquer pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation, causalité, chose qui a été très souvent faite dans certains médias. On aurait pu expliquer, en prenant le temps, encore une fois, ce qu'est une exponentielle, qui est un mot devenu courant. Il est présent dans le langage presque quotidien, mais il n'a jamais été vraiment défini. De sorte qu'on peut entendre, ça m'est arrivé la semaine dernière, quelqu'un dire que la courbe de je ne sais plus quoi menaçait de devenir exponentielle. Et puis un autre a dit que l'exponentielle en cours allait atteindre son point d'inflexion, par exemple. Donc évidemment, et cette pédagogie, on ne l'a pas faite, en tout cas on ne l'a pas faite partout. Et on a préféré organiser des espèces de clashs entre personnalités dont on connaissait a priori les avis divergents, afin d'avoir la garantie que, mises ensemble, ces personnes allaient s'agresser. Et la nuance est donc victime d'une crise de la patience, puisqu'il n'y a plus de place, en tout cas médiatique, pour l'argumentation. On a pris l'exemple de la Terre est plate. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'étais arrivé à l'école centrale où je donne des cours, et les élèves étaient là, réunis, en avance, et ils se moquaient d'un sondage qu'ils venaient de lire, montrant que 17% des Français pensent que la Terre est plate. Et je leur ai demandé, évidemment, je leur ai dit que c'était bien de se moquer, mais lesquels parmi eux pouvaient me dire comment on a su que la Terre est ronde? Et là, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Et donc, le fait que nous ayons une mauvaise connaissance de nos connaissances nous rend très facilement manipulables.
Et il y a des vérités qui demeurent des vérités, mais qu'il faut dire avec nuance. Par exemple, si vous dites « la Terre tourne autour du Soleil », c'est vrai. D'ailleurs, ça fait partie des questions que l'Union européenne utilise pour tester l'évolution des connaissances scientifiques des populations dans les pays européens. On demande aux gens, est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Il faut répondre oui, évidemment. Mais vous voyez que c'est une formulation qui mérite d'être nuancée pour le coup, parce qu'elle sous-entend que le Soleil occuperait dans l'univers une position particulière. Il serait le centre d'un mouvement. Or, il y a une nouvelle théorie de la gravitation qui a été proposée par Einstein en 1915, qui dit explicitement dans ses principes que tous les référentiels, qu'ils soient inertiels ou pas, sont absolument équivalents. Donc il n'y a aucun référentiel dont on puisse dire qu'il a un statut particulier qui permettrait de le distinguer des autres. Ça veut dire concrètement que le référentiel lié au Soleil ne peut pas être mis dans une phrase comme s'il était un référentiel particulier. Donc cette vérité qui demeure vraie mérite d'être retravaillée pour être dite d'une nouvelle façon qui tienne compte de l'évolution des connaissances. Voilà. Et donc ça rend cette mission pédagogique assez délicate. Et moi, ce qui me fait m'intéresser à la question de la nuance, c'est que si vous prenez par exemple les grands sujets technologiques du moment, Gérald en a cité quelques-uns, mais on pourrait parler de la 5G, il y a eu un débat il y a quelques mois, on pourrait parler du nucléaire, on pourrait parler des OGM, on pourrait parler aussi du vaccin, qui est un sujet technologique à sa façon. On organise des débats et on s'aperçoit qu'il y a une décorrélation très forte entre la militance et la compétence. C'est-à-dire le fait d'avoir un avis tranché sur une question, pour ou contre, nous semble dédouaner de l'envie ou du besoin de s'instruire sur ce à propos de quoi on a un avis tranché. Et je pense que pour le débat public, dans les médias notamment, lorsque quelqu'un parle d'un sujet technologique et émet un avis radical, on devrait le questionner sur la chose à propos de laquelle il a un avis radical. Par exemple, si vous êtes pro-nucléaire, est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires et pas du tungstène? Si vous êtes anti-nucléaire, on vous poserait la même question. Autrement dit, le fait d'avoir un avis tranché semble être le contraire de se forger un avis. Se forger un avis, ça veut dire travailler, ça veut dire interroger des experts, ça veut dire discuter avec d'autres, ça demande du temps, et à la fin, on sait pourquoi on pense ce qu'on pense. Et je pense que dans les débats publics aujourd'hui, on voit beaucoup de militants, mais on ne voit pas le grand public. Et il me semble que si une société comme la nôtre veut pouvoir décider du type de compagnonnage qu'elle souhaite effectuer avec les nouvelles technologies, il faut que les gens modérés, les gens compétents, qui sont en général modérés, s'engagent sans modération. Et si les gens modérés ne s'engagent pas, je pense que les opinions vont être clivées par des effets analogues à ceux qu'a indiqué Gérald Bronner, c'est-à-dire que les militants sont beaucoup plus actifs que les sachants, et ça polarise le débat d'une façon qui, d'après ce que je vois de loin, commence à être dangereuse. Merci beaucoup, Étienne Klein. Alors, Eugénie Bastier, votre question, j'espère que c'est bien celle que je vous ai envoyée. Une vérité nuancée ne perd-elle pas de sa force? Peut-elle encore séduire, fédérer? Le clash est-il nécessaire pour faire avancer une idée ou une candidature aujourd'hui? Puisqu'évidemment, cette question nous est quand même posée à la veille d'une élection présidentielle qui risque d'être compliquée. Bonjour à tous. Je crois que pour que notre panel soit vraiment nuancé, je vais me lancer dans un éloge de l'extrémisme et de la radicalité, parce qu'on a beaucoup parlé de la nuance. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui caractérise notre époque est peut-être moins une peur de la nuance qu'une peur finalement du débat. Et notamment qui est le propre de la démocratie. Et l'idée que finalement il y a des opinions qui sont contraires, qui peuvent coexister dans le débat public. Il ne faut pas avoir peur d'une opinion qui n'est pas la nôtre. Et c'est peut-être ça, à mon avis, plus la menace que la nuance, que le manque de nuance, c'est le manque de débat. Et vous avez cité ce fameux sondage sur la chloroquine.
en disant voilà oui c'est vrai que ces gens qui répondent oui je suis pour la chloroquine n'y connaissent rien et qui n'ont probablement pas la compétence pour y répondre, mais je préfère un régime politique où on demande aux gens leur avis sur la chloroquine qu'un régime politique où on enferme les scientifiques qui ont par exemple comme la Chine ou qui ont dénoncé l'arrivée du Covid. Je pense que la démocratie c'est aussi le risque d'entendre des conneries, pour passer-moi l'expression, mais c'est un régime politique risqué. C'est un régime politique fragile, mais il faut courir ce risque-là. Je préfère voilà, ce régime politique qui permet finalement à la bêtise de s'exprimer qu'un régime politique qui serait soit une dictature de l'expertise, soit finalement voilà, une absence de pluralisme. Et je crois qu'il faut vouloir courir ce risque de confronter les idées, même s'il y a des idées effectivement qui apparaissent dans le débat public qui sont complètement folles ou extrémistes, parce que c'est le propre de la démocratie qui est un régime en effet risqué. Après, le deuxième débat que soulève votre question, c'est est-ce que finalement le modèle du débat scientifique peut servir de modèle au débat politique ? Moi, je ne crois pas. Je crois que ça n'a jamais été le cas. Vous parlez de est-ce que la vérité séduit ? La vérité n'a jamais séduit, en réalité, les foules. Et la politique, il y a une part d'émotion, une part d'imaginaire, une part de pathos qui ne peut pas se réduire à l'exercice du débat tel qu'il est dans la science, pour le meilleur comme pour le pire. Et je crois qu'on le voit par exemple très bien sur la question du vaccin, par exemple. Personne, enfin à part une poignée, je suis d'accord, d'anti-vax, ne considère que le vaccin est inefficace. On peut avoir un consensus finalement sur l'idée que le vaccin est efficace. Par contre, on va avoir un débat sur est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou pas, est-ce qu'il faut avoir le pass sanitaire. Et là, on a un débat sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on met en avant ? Est-ce que c'est l'intérêt individuel ou l'intérêt collectif ? Est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est la sécurité ? Et là, on a un débat de valeurs, c'est même pas les faits. Il y a un peu la même chose, par exemple, sur la question de l'immigration. Sur les faits, sur les chiffres, on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des phénomènes migratoires importants ou qu'il y a eu une immigration importante. La question, c'est quelle valeur on donne à ce fait. Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est un bienfait ? Et on peut débattre sur la valeur. Et je crois que là, on ne peut pas avoir le modèle d'un débat scientifique sur ces questions, puisque, in fine, ça va être une hiérarchie de valeurs, des choix éclairés par des visions du monde différentes, antagonistes. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça, que c'est une chance aussi, et que paradoxalement, moi je trouve que ce qui me frappe dans le débat public aujourd'hui, c'est pas tant le manque de nuances que le fait que des opinions contraires ne dialoguent pas entre elles, ne se confrontent pas, et que chacun finalement parle à son public, chacun finalement a sa communauté qui va abonder dans son sens, mais il n'y a pas de confrontation. Et c'est par exemple, moi j'avais trouvé, beaucoup de commentateurs se sont affligés par exemple du débat Zemmour-Mélenchon, qui avait réuni 3 millions de téléspectateurs. Et je crois que ce qui a intéressé les gens dans ce débat, c'est justement qu'il y avait des opinions antagonistes, des opinions tranchées, des visions du monde opposées, et qui tranchaient avec un espèce de consensus et peut-être d'ailleurs de règne de l'expertise, avec des visions du monde véritablement opposées. Et c'est la philosophe Chantal Mouffe, théoricienne du populisme, elle appelle ça l'agonisme. Elle dit la démocratie libérale occidentale a manqué pendant longtemps de cet agonisme, de cet agone, de ce conflit, de cette conflictualité qui était au cœur de la démocratie. Elle disait, en fait, on a eu un débat entre Pepsi et Cola, c'est-à-dire le centre droit et le centre gauche pendant longtemps. Finalement, ils étaient d'accord sur tout, sur la question de la liberté du marché, sur les valeurs, etc. Et il n'y avait pas vraiment d'antagonisme. Aujourd'hui, on a changé d'époque. On a un retour d'une droite forte et d'une gauche forte et radicale, qui ont des visions du monde très très opposées. Et moi, je n'y vois pas une menace, j'y vois au contraire quelque chose qui peut être aussi intéressant, parce qu'il y a un retour de la politique aussi, un retour du choix en fait, du choix politique dans nos démocraties, et une véritable alternative. Et je crois que voilà, un peu pour prendre le contre-pied des précédents, je dirais que voilà, peut-être c'est plus de ce débat que de la nuance. Et je crois que derrière la dénonciation de l'ère du clash, quand on dit voilà, aujourd'hui c'est le culte du clash, c'est le culte du buzz, c'est vrai dans un certain sens, parce qu'évidemment il y a cet écosystème médiatique qui fait qu'on est dans la culture de l'extrait plutôt que dans la longueur, dans l'immédiateté plutôt que la lenteur, dans l'image plutôt que dans l'écrit, dans le témoignage plutôt que dans l'abstraction, toutes ces formes qui permettaient l'exercice de la raison.
Mais il y a aussi, je pense, le retour de la politique et le fait que on a des opinions tranchées parce que le monde aussi, il y a des faits, des événements qui sont eux-mêmes tranchés. Je veux dire, c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé les attentats terroristes, c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé les crises migratoires, ce sont pas les réseaux sociaux qui ont inventé la crise de 2008. Il y a des événements aussi qui introduisent une polarisation politique forte, des options idéologiques opposées, et ce n'est pas des pures constructions médiatiques ou des réseaux sociaux. Et je crois que ça peut, et c'est l'objet de mon livre, La guerre des idées, je pense que la guerre des idées est de retour, et pour le pire comme pour le meilleur aussi. Merci beaucoup Eugénie Bastier de nous apporter ce point de vue en effet différent. Alors on va passer maintenant la parole aux étudiants, au panel d'étudiants qui ont préparé activement ce débat. Alors malheureusement, mais il m'a semblé que le plus important c'était d'entendre nos invités, donc j'ai laissé volontairement courir un peu le temps. Donc vous êtes 4 et vous allez chacun pouvoir poser une question. Alors Sandy Perrault, Baptiste, faut que je mette mes lunettes. Merci. Baptiste Groussin, Timothée Bézamy et Louise Darieux. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez un micro ? Alors, je voulais poser une question. Donc, je suis en service civique dans une association qui fait du journalisme de solutions qui s'appelle Reporters d'Espoir. Donc, ça va plus être sur la partie effectivement journaliste. Je voulais poser une question à propos de la nuance. On est dans un monde quand même où on dit un monde d'opinion, mais les journalistes se disent très neutres et apporter une vision très neutre de la société qu'ils essayent de nuancer. Comme on l'a vu pendant cette discussion, la neutralité n'existe pas, on a tous des biais, notre socialisation fait qu'on pense quand même d'une certaine manière ou d'une autre. Donc ma question c'est par rapport justement au courage qu'on a évoqué. Est-ce que être courageux quand on est journaliste, c'est pas justement apporter une opinion claire, tout en assumant être, je prends basiquement, on est de gauche ou de droite et on pense un petit peu comme ça à cause de ça ou en partie à cause de ça, et pouvoir avoir quelque chose de très marqué et de permettre aux lecteurs, aux téléspectateurs, tout le monde de se faire une idée par rapport à ça et ensuite de construire, eux, une certaine nuance par rapport à ça. Alors, on va prendre une deuxième question immédiatement et puis ensuite. Alors, bonjour. Je me permets de prendre la deuxième question parce qu'elle est un petit peu en lien. C'est un petit peu aussi pour me faire un peu l'avocate du diable. On a parlé tout à l'heure des bulles informationnelles. Et justement, je me demandais, vu qu'on dit qu'on s'enferme dans des bulles informationnelles et que c'est entre autres à cause de cela que nos opinions deviennent de plus en plus radicales, pourquoi partons-nous du principe que les médias et les journalistes, je suis aussi en service civique, ça se sent, et voilà, pourquoi les médias et les journalistes ne sont pas victimes de ces bulles? Pourquoi on part de ce principe-là? Parce que on le voit bien que c'est un métier où il y a quand même beaucoup d'entre-soi. Et voilà, donc pourquoi on part de ce principe que les journalistes ne sont pas aussi victimes de ces bulles informationnelles, qu'on ne distingue peut-être pas facilement, en tout cas moins que les autres, parce qu'elles pourraient être peut-être un peu plus englobantes. Et voilà, et qu'en fin de compte, c'est aussi peut-être une des raisons de la radicalité sur les plateaux. Alors, lequel d'entre vous veut répondre à la question de Timothée ou de Louise? Eugénie, oui, vous avez l'air. En tant que journaliste, humble journaliste. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant cette question de l'objectivité journalistique qui est, à mon avis, au cœur aussi des débats. Et moi, je ne crois pas véritablement en l'idée d'une objectivité totale qui serait celle, en fait, l'objectivité journalistique totale, c'est celle de l'algorithme Google News qui agrégera les contenus, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui finira par arriver, c'est-à-dire un robot qui fera le métier d'un journaliste et qui, en effet, sera objectif, mais enfin, quoi qu'il aura encore lui aussi des biais, ce qui sera piloté certainement par un humain dans la Silicon Valley, et je crois que le journalisme est un métier éminemment subjectif, justement, et justement, à l'ère des algorithmes, c'est un regard humain, justement, un regard personnel, avec une trajectoire, des références particulières, des lectures qui nourrissent un regard. Par contre, je crois évidemment à l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire cette capacité notamment à reconnaître
en autrui une part de vérité, ne pas avoir le monopole de la vérité, avoir ses convictions évidemment, mais ne pas être je pense qu'on tout journaliste a des convictions, mais il ne doit pas être un militant dans le sens où appartenir à un camp et ne pas reconnaître une part de vérité chez autrui. Et ça, je pense, c'est un exercice. C'est ça l'exercice intéressant. Prétendre à l'objectivité, on sera toujours en but à se voir reprocher de toute façon un biais quelconque. Mais par contre, prétendre à l'honnêteté intellectuelle, évidemment, et à la liberté de penser et de critique, et donc de ne pas être embrigadé dans un exercice de militance. Merci Eugénie Bastier. Jean Birnbaum, vous. Mais juste un mot là-dessus. Évidemment, il y a les journalistes comme les autres sont pris dans des bulles, comme vous disiez. Chacun a sa petite bulle et chacun lutte comme il peut pour essayer d'en sortir. Sur la question de l'objectivité, évidemment, moi je suis d'accord avec Eugénie Bastier. D'ailleurs, je connais moi aucun journaliste qui prétend être neutre ou objectif. J'en connais aucun. Peut-être que tout le monde a le fantasme d'être plus honnête que les autres, hein. Mais en tout cas, personne ne prétend être objectif. Et pour moi, le critère il est assez simple. Pour moi, d'abord, il y a toute une tradition du grand reporter, etc., qui même écrit au jeu, qui dit jeu, qui ose dire jeu, et qui pense que la quête de vérité ne passe pas par une pseudo-neutralité, etc., mais par, au contraire, une mise en scène, ou plutôt une mise en péril, une mise au risque de soi-même, et donc en assumant sa subjectivité, et en se confrontant au réel tel qu'il est, etc. Donc un des problèmes, effectivement, pour les journalistes comme pour les autres, hein, c'est de ne pas occulter une partie du réel qu'ils ont sous les yeux. Et je pense qu'un des critères pour savoir si un papier est bon, pour un article, c'est peut-être complètement foireux, mais je vais le dire quand même. Pour moi, un des critères, c'est de se mettre tout le monde à dos. C'est-à-dire que quand vous créez, c'est pour moi un bon papier dans Le Monde, par exemple, parce que c'est le journal pour lequel je travaille et que j'aime, entre autres, bien sûr, j'aime d'autres journaux, bien sûr. Mais pour moi, un bon papier, si vous parlez du mariage pour tous, vous parlez de l'immigration, vous parlez de quel que soit le sujet, vous savez très bien, vous avez une espèce de surmoi ou de menace, vous savez très bien qu'il y a au moins deux camps en présence très très durs, deux camps très dogmatiques et deux extrêmes quelque part, qui sont au-dessus de votre épaule, qui vous regardent. Et le but, c'est de donner la parole à tout le monde. Et si à la fin, quand votre papier est publié ou quand ou à la radio, à la télé, partout, à la fin, quand vous avez fait votre reportage ou votre papier, je pense que c'est un des bons critères pour savoir que vous êtes tenu sur la corde raide et que vous avez bien fait votre travail. Il faut que les deux camps vous accusent d'être au service de l'autre. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment le critère. Si chaque camp dit on voit bien que vous n'êtes pas objectif, vous roulez pour les autres, eh ben, c'est que il faut tenir bon. Vous avez fait le job. Oui, Antoine. C'est très drôle que vous disiez ça parce que c'est exactement ce que j'emploie avec l'expertise scientifique. C'est-à-dire quand on fait l'expertise scientifique, je pense qu'un bon critère, c'est si on se fait engueuler par tout le monde, parce que chacun espère que la science va lui dire c'est moi qui ai raison, et au fond, comme souvent il y a des nuances, c'est vrai aussi, je pense, pour l'expertise scientifique. Alors, on va prendre maintenant les deux questions suivantes. Alors, je laisse la parole à Baptiste, peut-être. Oui, merci. Mesdames et messieurs les intervenants, bonjour. Ma question va s'adresser particulièrement à Monsieur Klein. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle pédagogique de la science. Seulement en école d'ingénieur, on m'apprend que pour comprendre l'exponentielle, il faut des bases d'analyse avancée, que pour comprendre la crise climatique, il faut des notions de thermodynamique et de climatologie, que pour comprendre le nucléaire, il faut connaître la désintégration radioactive et que pour la vaccination, il faut être épidémiologue ou microbiologiste. Ma question est donc la suivante. Comment faire preuve de pédagogie vulgarisatrice dans l'opinion publique à ces sujets, de façon à permettre aux gens de se forger une opinion qui soit sensée et qui prenne en cause finalement toutes les variations de la science. Et question subsidiaire, comment inciter les scientifiques à s'engager en politique pour mener ce rôle de pédagogie? Alors, vous répondez tout de suite? En fait, je ne sais pas. Mais je vais quand même répondre. D'abord, je ne défends pas une conception scolaire de la démocratie. Je pense que un citoyen qui revendiquerait de ne pas du tout s'intéresser aux sciences ne serait pas un moins bon citoyen qu'un autre. Chacun est libre de ses désintérêts. Simplement, quand on ne s'intéresse pas à la science, mais qu'on a un avis sur ce que disent les scientifiques et qu'on l'exprime publiquement, ça peut créer des biais qui sont considérables. Je pense que si en France, ça a été mesuré, le crédit de la parole scientifique s'est effondré, en tout cas beaucoup plus qu'ailleurs,
20 points de baisse d'après le rapport du Conseil économique et social, c'est notamment parce qu'en France, on a présenté la science comme si elle était une affaire individuelle. On a mis en avant des personnalités. Il se trouve que j'ai fait un petit séjour en Allemagne en juillet 2020, et en fait, Madame Merkel, quand elle faisait une conférence de presse, d'abord a expliqué l'exponentielle. Ça lui a pris 5 minutes, sans formule, sans graphisme, avec les mains. Elle a expliqué l'exponentielle à tous les Allemands, quel que soit leur niveau scolaire, en commençant par faire remarquer que le mot exponentielle n'est pas synonyme de courbe qui croît très vite avec des très grandes valeurs. Puisqu'au début, l'exponentielle, c'est des petites valeurs. Et elle disait, les scientifiques m'ont dit. Non pas monsieur bidule, monsieur machin. Et donc, elle mettait en avant un nous. Et en France, on aurait dû faire la même chose. Quand un scientifique parle à la télévision, il doit dire nous savons que, nous les scientifiques, nous savons que, ça c'est la science. Et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Voilà. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et un scientifique, c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'on sait, mais aussi d'expliquer ce qu'on ne sait pas. Et donc de marquer la différence qu'il y a entre la science et la recherche. Et je pense que là, on a des progrès à faire. Moi, je n'ai pas vraiment de solution ou de réponse à la question que vous posez, mais il me semble qu'une chose assez simple, ce serait de profiter de l'actualité pour faire de la pédagogie. Par exemple, si le nucléaire est un sujet d'actualité, on fait un petit rappel sur ce qu'est la fission. Si l'exponentielle est un sujet d'actualité, on fait un petit rappel sur l'exponentielle. On profite de la science qui est présente dans l'actualité pour l'expliquer un peu plus. Et petit à petit, par distillation lente, peut-être que le niveau moyen des connaissances augmentera. Le fait que la France s'effondre dans les classements internationaux, notamment sur les compétences en mathématiques et en sciences des collégiens. On est avant-dernier des pays de l'OCDE, le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili. L'Albanie est bien au-dessus de nous. Ça devrait provoquer des débats, y compris dans le cadre de la campagne qui commence. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et donc, une démocratie mûre est quand même un milieu au sein duquel les connaissances doivent pouvoir circuler sans trop d'entraves. Il faut donc rendre possible leur circulation. Et la question que vous posez, elle est parfaitement légitime. Simplement, vous voyez que les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'elle ait une réponse satisfaisante, concrète, sont énormes. Effectivement. Les rencontres capitales favorisent la science. Alors Sandy maintenant. Bonjour, merci beaucoup d'être présent ici pour faire ce débat qui me semble super important. Pour ma part, je suis psychomotricien en EHPAD et du coup, dans notre profession, on respecte un paradigme complexe qui invite à prendre en considération toutes les fonctions humaines pour pouvoir proposer des soins psychomoteurs. Et sur nos lieux d'exercice, on se heurte fréquemment à des opinions très fermées de certains professionnels. Et ma question est surtout comment pouvoir, très pratico-pratique en fait, comment pouvoir face à ces opinions qui sont parfois fermées, discuter avec autrui qui refuse la notion de doute, qui permet du coup cette nuance. Et le courage serait-il un moyen ou au contraire un obstacle ? Et je me permets déjà d'inverser aussi la question. En tant que sujet, quand moi j'ai une idée en tant que professionnel de santé, mais je sais que je n'ai pas la vérité, comment je peux aussi avancer dans mes choix cliniques pour pouvoir proposer quelque chose à mes patients ? Alors, qui a envie de répondre ? Ça, c'est pour Antoine, non ? Non, c'est pas facile, là, quand même. Oui. C'est très pratico-pratique, mais... Bah, c'est aussi très, très théorique dans le pratico-pratique, donc c'est pas évident. Est-ce qu'il y a... Je sais pas. Une question Ou subsidiaire ? Non, moi j'anime. Je vais bien dire un mot sur ce sujet, bien que je ne me sente pas tout à fait compétente dans l'exercice de votre profession, parce que peut-être que les collègues... Excusez-moi, mais ça se détache de l'exercice de la profession dans le sens où quand on a un doute, mais qu'en même temps on est responsable. C'est plus cette notion-là en fait que je voulais dire, c'est que je ne peux pas trancher la question de savoir si ce sont vos collègues qui ont raison ou vous. Voilà. Mais je vais partir du principe, dans un cadre théorique, que c'est vous qui avez plutôt raison et que vos collègues sont donc dans une forme de croyance.
et vous vous demandez comment les convaincre ou comment ouvrir dans leur esprit la possibilité de la contradiction. Voilà, on va modéliser comme ça. Donc, je redis, je pars du principe que vous avez plutôt raison sur une question technique, mais j'y connais rien. Alors effectivement, là, ça relève d'un cadre de psychologie sociale plus général, et je vais vous dire une banalité, vous le savez déjà, vous l'avez vécu dans votre expérience, il est très difficile de faire changer de point de vue un croyant. Et l'apport de la contradiction est généralement produit un effet inverse, qu'on appelle un effet underdog ou boomerang. Généralement, vous allez renforcer la conviction de la personne en le contredisant. Et on le sait au moins depuis les années 50 et les travaux de quelqu'un qui s'appelle Léon Festinger. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie de la dissonance cognitive. Bon, d'ailleurs, je suis très content de vous annoncer qu'on va republier au PUF L'échec d'une prophétie, qui est un chef-d'œuvre, par ailleurs, voilà, qui n'était plus disponible depuis 20 ans. Et donc vous pourrez, si vous ne l'avez pas fait, lire ce magnifique livre et comprendre beaucoup des éléments qui sont impliqués dans votre problème. Donc, ce que l'on sait, parce que ça a déjà été testé par exemple sur les réseaux sociaux, alors ce que je vais vous dire va vous paraître banal, c'est effectivement en général, et ça fait peut-être partie de la nuance, il faut essayer de ne pas humilier son contradicteur. Et pour ne pas l'humilier, l'une des étapes, c'est d'essayer de reconstruire l'univers mental de son contradicteur, c'est-à-dire de comprendre les raisons qui le conduisent à croire ce qu'il croit. Ce qui ne veut pas dire qu'on lui donne raison. Voilà. Et c'est peut-être un point d'ailleurs que j'aurais en divergence avec Jean Birnbaum, c'est que je pense qu'effectivement, comme lui, la nuance est une forme de courage. Je le crois très profondément, mais je ne crois pas que ce courage-là doive nous conduire à rester quoi, justement. Parce que précisément, vous savez, la tyrannie, c'est toujours profiter de l'apathie des gens de bien. Donc je pense qu'il faut, aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de militance, il faut y aller, mais en sachant effectivement que l'opposition front à front vous fera peut-être plaisir, elle fera peut-être plaisir à vos copains, mais n'apportera absolument rien à la qualité du débat. Donc je crois que la reconstruction de l'univers mental de l'autre, c'est comprendre les raisons qui le conduisent à cela, les modes de raisonnement, je crois qu'une des solutions, c'est en quelque sorte d'exfiltrer ces modes de raisonnement de son environnement idéologique et narratif. Parce que sinon, vous allez vous faire repousser. Mais en revanche, peut-être, vous pourrez le convaincre, par exemple, qu'une corrélation n'est pas une causalité. Peut-être, vous pourrez le convaincre que dans son raisonnement, il a utilisé un mode d'échantillonnage du réel qui est peut-être fautif, en prenant un autre exemple que celui qui l'a fait aboutir à sa croyance. Voilà. Et je ne vous dis pas que c'est de la science, que je viens de vous dire. Je conjecture rationnellement que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Alors, oui, Jean Birnbaum, sur la question du doute. Oui, d'abord, en fait, bien sûr, tout à l'heure, je parlais de la modération comme le courage de ceux qui restent quoi, mais si j'ai écrit un livre et si je passe mon temps un peu trop à parler, c'est que je pense pas du tout non plus qu'il faille rester quoi. Mais justement, pour continuer sur pas du tout un désaccord, mais pour compliquer les choses, etc., moi, je crois parfois qu'au contraire, c'est parce qu'on est croyant qu'on doute. Et que parfois, il faut faire appel à la croyance de l'autre pour creuser le doute. Je prends beaucoup dans mon livre l'exemple de Georges Bernanos, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Je pense que Bernanos, qui était beaucoup qui était donc un grand écrivain chrétien, mais qui était aussi une sorte de théologien, presque de l'intimité au sens des forces qui vous traversent, etc. C'était un grand clinicien de l'âme. Il cite Freud, il parle de l'étrange érudition de Sigmund Freud. Il s'intéresse beaucoup à Freud tout en étant un peu inquiété par lui. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je suis convaincu que si Bernanos a pu faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire être un des rares à surmonter sa propre croyance et surtout parce que c'est quelqu'un qui cassait la gueule des gens sur les Champs-Élysées, il a fait de la prison, il cassait la gueule des gens de gauche sur les Champs-Élysées et il a applaudi au coup d'État en Espagne. Donc il n'était pas spécialement nuancé tout de suite. Mais il a eu le courage de surmonter une forme d'aveuglement. Chez lui, la nuance est un aveuglement surmonté, une espèce de foudroyante lucidité. Et je pense que c'est lié au fait qu'il était profondément croyant et que comme chrétien, il avait toute une doctrine de ce qui nous traverse, de ce qui nous échappe, du fait que notre âme nous est inconnue. Il parlait des eaux boueuses de l'âme humaine, de la part boueuse, vénéneuse de l'âme humaine. Il disait on ne se méfie jamais assez de soi-même. Et quand on est dans le domaine de la psychologie, je pense que c'est pas, j'ai aucun conseil pratico-pratique comme vous dites à donner. Mais enfin, je pense que vous pouvez faire appel à la croyance de l'autre et dire, écoutez, ou écoute, je sais pas si vous tutoyez dans votre milieu, mais enfin, écoute, si nous on croit à quelque chose, c'est quand même au fait que la psychologie est compliquée, qu'on est traversé par des forces que nous ne maîtrisons pas, et donc c'est le début. Moi, je suis archi convaincu que c'est le début du doute et donc d'une vision nuancée des choses et d'une remise en question de ses propres croyances, d'avoir déjà la foi
dans le fait que l'âme humaine est totalement inconnue et que nous sommes donc qu'au moment où nous faisons un geste et qu'au moment où nous disons quelque chose, eh bien nous ne savons pas exactement ce que nous disons et nous ne savons pas exactement quel geste nous posons. Donc je pense que surtout vous, dans le domaine où vous êtes, il y a matière à simplement faire appel à la croyance de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice pour là où le faire naître au doute et à une forme de nuance. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va laisser un petit moment d'échange entre vous tous et les intervenants. On va prendre un quart d'heure de questions à peu près avant de conclure. Alors moi, ma question... Pardon, je l'enlève. Okay. Ma question, elle est pour... Pardon. C'est pour Eugénie Bastier. Je comprends ce que vous dites au sujet du débat et de la démocratie, et en même temps, je considère que, mais c'est mon opinion, que les médias ont une responsabilité, parce que c'est le quatrième pouvoir, donc ils ne peuvent pas fonctionner en roue libre. Et donc, je vais vous citer une citation, et vous pourrez tous réagir. Reconquérir le quatrième pouvoir, réaffirmer que le journalisme est une profession respectable, stimuler des débats dignes d'une grande nation démocratique, encourager la politesse, le respect, revenir à ce qui est important, mettre fin à la haine, au bavardage stérile, au voyeurisme, dire la vérité aux intellos comme aux imbéciles, ne pas cibler un groupe démocratique spécifique et instaurer un espace de dialogue commun. Moi, c'est ce que j'attends des journalistes. C'est une citation de Newsroom, la série sur les médias, comment réinventer les médias. Okay. Alors, ce n'est pas vraiment une question. Pour moi, si, parce que ça s'inscrit en antagonisme avec ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous n'informez pas les gens et que vous alimentez leur psychose et c'est pas ce que j'ai dit, mais... si vous laissez la liberté... Non, mais je parlais du débat. Je parlais pas du débat médiatique. Je parlais de nos démocraties et je pense que la démocratie, c'est aussi des opinions très, très, pour le coup, différentes et antagonistes dans le débat public. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et qu'il faut les laisser se confronter. Évidemment, il y a un cadre de la liberté d'expression. Je ne crois pas que la liberté d'expression soit illimitée, évidemment. Il y a la diffamation, il y a l'appel à la haine, à la violence, etc., qui doivent être effectivement encadrés et réprimés. Je le crois, mais j'ai confiance dans la liberté d'expression. Ce que je veux dire, c'est que c'est un risque à courir, et c'est ça que je voulais défendre dans mon intervention. C'est que je crois qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des opinions très différentes, voire même tranchées, s'expriment dans le débat public, même si on n'est pas d'accord avec elles. Moi, il y a plein d'opinions que je trouve extrêmes et qui sont extrêmement différentes des miennes, mais que je n'ai pas envie de les faire taire ou de les supprimer du débat public. Oui, mais la peur ne doit pas s'effacer derrière l'exigence. C'est-à-dire que moi, j'éteins ma télé maintenant parce que j'en ai marre, en fait, d'entendre n'importe quoi. Mais vous avez la liberté de l'éteindre, justement. Et je crois que vous pouvez changer de chaîne et prendre une chaîne, et regarder une chaîne qui vous convient mieux. Mais je crois que justement c'est ça la démocratie, c'est que vous avez le pouvoir de changer de chaîne, et vous avez un magnifique instrument qui s'appelle la télécommande et qui vous permet si vous n'avez pas envie d'écouter telle ou telle chaîne, et que justement on n'est pas dans un régime de propagande soviétique où vous n'auriez qu'une émission de télé ou qu'un journal qui dirait une vérité officielle. Et je crois que nous vivons dans ce monde-là, et que, je l'ai dit, c'est pour le pire et le meilleur. Effectivement, on a un débat qui peut paraître parfois s'attarder sur des choses superficielles, monter en polémique, monter en épingle des polémiques. Et en même temps, je crois que c'est le risque à courir d'une société libre. Et on a plus à perdre à vouloir se rogner la liberté d'expression qu'à y gagner. Et je crois que la liberté d'expression est un risque à courir. C'est le risque d'entendre des bêtises, c'est le risque, comme vous le dites, d'allumer votre télé, d'être très agacé. Mais je crois que ce risque-là en vaut la peine, parce que c'est la démocratie, et que la liberté, de toute façon, est toujours un risque à courir. Et moi, je défends ce risque-là. Et je crois que on aurait tort de vouloir y renoncer par peur. Il faut avoir confiance en qu'émerge du débat, comme le disait Jean-Pierre Môme sur la phrase de Marc Bloch, la convergence des sincérités fera émerger quelque chose. Je crois qu'il faut avoir confiance dans que la liberté du débat produira quelque chose de bon.
pour aller dans votre sens, ou quelque part quasiment à toutes les deux, je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc je vais très très vite. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas reprocher au journalisme de mettre en scène et de reconnaître les forces contradictoires et les débats, y compris les plus flippants et les plus violents et les idées les plus atroces qui peuvent circuler, etc. Ça, c'est normal. Voilà, je pense que Génie Bastia a raison de dire qu'il ne faut pas masquer ça, ce serait pire que tout. Et en même temps, on peut tout à fait aller dans votre sens en disant que la responsabilité des journalistes, normalement, la responsabilité des journalistes, c'est de ne pas jouir de la chose et de ne pas jeter de l'huile sur le feu, c'est-à-dire de ne pas en faire un marché, un marketing, effectivement. Le marketing de la petite surenchère cheap et vénéneuse, effectivement, là, pour le coup, il y a un vrai danger et je pense que c'est un débat qui traverse toute la profession. Donc les deux sont, voilà, donner droit au réel, faire droit au réel, le mettre en scène dans ses contradictions pour le pire et pour le meilleur et pour le pire, et en même temps, ne pas se transformer en pyromane, comme vous semblez le dire. Alors, moi, je suis médecin et citoyen. J'essaie, je pense, dans mon système de pensée, de travailler et de penser dans la nuance. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais bien réglé. C'est ce qui fait que la pensée peut être nuancée et à un moment, dans le passage à l'acte, il y a quelque chose, et la décision, il y a quelque chose qui ne peut pas être nuancé. Quand j'entendais là le collègue qui est dans l'EHPAD situer la réponse par rapport à l'environnement et se dégager de la pensée de l'environnement, c'est une chose, mais quand c'est à l'intérieur de sa propre hésitation, est-ce que vous considérez que la nuance est un concept qui reste purement mental et que l'acte, lui, est radical ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il est possible d'articuler les deux ou que la nuance prépare l'acte ? La question semble vous être destinée par le regard, Jean Bienleveau. J'ai pas vraiment, je suis pas sûr, mais pas spécialement. Mais en tout cas, voilà, pas spécialement. Non, mais en tout cas, moi, par exemple, je vais répondre complètement à côté de la plaque, excusez-moi, mais je pense spontanément, j'associe sauvagement, comme chez un psychanalyste. Puis en plus, ici, il y a des sortes de divans assez confortables. Vous voyez, moi, dans mon livre, je prends l'exemple de George Orwell. Et je prends l'exemple de George Orwell au moment où il est en train de tirer sur quelqu'un avec un fusil. Donc il est en train de prendre une décision et de faire un geste qui n'est pas spécialement nuancé. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est qu'au moment où George Orwell se bat sur le front espagnol avec ses camarades anarchistes, libertaires, etc., contre les franquistes soutenus par Mussolini et Hitler, au moment même où il fait ça, vous savez, il y a un moment où il met en joue un soldat ennemi qui passe et il voit ce soldat qui perd son froc, comme on disait, qui perd son pantalon, peut-être on dit. Et en fait, il baisse son fusil. Il se dit, je vais pas tirer, c'est ridicule. Celui que j'ai en face de moi, c'est pas un ennemi, c'est juste un homme qui perd son pantalon. Mais ça va avec tout ce geste-là, va avec le fait qu'Orwell, au moment même où il se bat, en fait, il a une position nuancée parce que non, il se bat contre le fascisme, mais en même temps, il refuse d'occulter les crimes de son propre camp et d'occulter les mensonges de la presse stalinienne, du Parti communiste, etc. Et donc je pense qu'en fait, même au moment où vous êtes dans la radicalité militante la plus active et parfois la plus sanglante, même parfois, il y a la possibilité de ne pas s'auto-intoxiquer et d'avoir une vision un peu nuancée des choses. Donc peut-être, moi mon idée n'est pas du tout de dire, voilà, peut-être ben oui, peut-être ben que non, donc on ne peut plus agir. Non, agissons, mais les yeux ouverts, et donc la colère peut être conciliée avec la clairvoyance, et l'indignation avec la lucidité, et peut-être la décision avec la nuance. Si je peux juste rebondir sur ce que tu disais, ça me fait penser à cette magnifique phrase de Solzhenitsyn quand il revient du goulag et qui dit « J'ai compris au goulag que le bien et le mal ne traversaient pas les camps politiques, mais qu'ils traversaient le cœur de tout homme et de chaque humanité. » C'est-à-dire que l'idée que le bien et le mal nous traversent chacun individuellement, ils ne sont pas le propre d'un camp, et je crois que c'est ça que Orwell et que Bernanos ont su comprendre, c'est que nous sommes tous traversés finalement par même des opinions contraires et des tentations, et personne n'a le monopole du bien ou du mal. Il n'y a pas d'un côté les parfaits salauds et de l'autre les gentils, même si on a toujours cet imaginaire qui nous hante, qui hante notre politique d'ailleurs, de l'imaginaire du résistant et du nazi, du salaud et du gentil. Mais je crois que la première leçon de la nuance, c'est de comprendre que ces nuances nous traversent chacun et que nous sommes chaque être est traversé par ces pulsions-là. Et c'est la magnifique leçon de Bernanos et d'Orwell. Juste pour compléter, moi je pense qu'une décision ou une action peut être non nuancée alors que la réflexion qui a conduit à cette action peut être nuancée. Il y a un moment, il faut trancher
C'est ce qu'on appelle en physique quantique une réduction du paquet d'ondes. Et par exemple, non, mais ça veut dire que toute décision, en général, se fait en méconnaissance de cause. Je prends un exemple complètement fictif. La France est confinée, il faut décider d'une date de sortie du confinement. Vous interrogez les médecins et vous leur demandez est-ce qu'une personne qui a été malade peut être contaminée une seconde fois et retomber malade? Les médecins disent on ne sait pas encore. Mais vous devez décider. Votre avis a priori est nuancé puisqu'il est ambivalent, mais vous devez décider. Et ensuite, comme le dit Jean-Baptiste Môme, c'est pas définitif. Il faut regarder les conséquences de cette décision que vous ne pouvez pas prévoir puisque votre décision est teintée d'incertitude et d'ignorance. Non, mais pour dire d'un mot, en fait, moi, j'essaye même dans le livre vraiment, j'arrête après, mais de prendre que des gens. J'essaie de montrer justement en termes que la position nuancée, c'est non seulement la position la plus juste et la plus digne moralement et la plus juste intellectuellement, mais c'est aussi la plus efficace en termes d'action. Donc j'essaie de prendre que des gens qui, dans des moments très périlleux du XXe siècle, ont eu l'air d'avoir des positions complètement impuissantes parce que nuancées justement, et dont on voit avec le recul que c'était la seule position qui permettait de décider des choses justes. Voilà, pardon. Alors une question là-haut, je crois. Oui, bonjour à tous. Je m'interroge et vous interroge également sur le fait de savoir si dans l'hypothèse où le débat politique deviendrait encore plus haché, plus violent, je m'interroge sur pendant combien de temps les minoritaires accepteront d'être minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez préciser votre pensée? Je veux dire que vu ce qu'on sent du caractère agressif des débats, si on considère que c'est une bonne chose d'aller dans cette direction, pendant combien de temps les minoritaires au moment des élections accepteront d'être minoritaires sans qu'il y ait des phénomènes de violence ou de... Merci Gérald Bronner. Non, mais je trouve la question très intéressante. Oui, et ça permet de rebondir un peu sur ce que disait Eugénie et Bastier, et puis de marquer peut-être un point de désaccord que j'ai aussi avec elle sur ce sujet. Je suis bien d'accord, je vais le dire en préambule, que la démocratie, c'est aussi le débat, c'est même fondamental. Pas de démocratie sans débat, très exactement, et sans avis contradictoire, puisque la source même de la démocratie libérale, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et donc, forcément, c'est dans l'essence même de la démocratie. Le danger, peut-être, mais je ne parle pas à sa place, je ne dis pas que c'est ce qu'a dit Eugénie Bastier, je conjecture. Le danger, c'est de confondre la mise en scène de la conflictualité et la réelle conflictualité politique. Je crois qu'on a de bonnes données pour avancer le fait que les médias historiques traditionnels d'aujourd'hui sont contaminés par des logiques numériques et qu'elles organisent un peu ce que j'ai appelé la lutte des clashs. Et qu'elles en tirent évidemment un capital économique puisqu'elles en tirent un capital attentionnel. Et qu'une partie du business model de tout média, de toute personne qui fait profession de diffuser de l'information, même qui a un compte Facebook sans être professionnel, c'est d'essayer d'attirer de l'attention à lui. Il ne va pas forcément le convertir économiquement, mais les médias professionnels, c'est ce qu'ils font. C'est de convertir de l'attention en capital économique. Il n'y a rien de scandaleux moralement là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors effectivement, l'un des risques, une fois qu'on a admis que la démocratie c'était le débat, eh bien c'est l'étape d'après et que l'on voit, je crois, sans faire trop preuve de catastrophisme, se préfigurer. Il y a beaucoup d'études, notamment celle du Pew Research Center, qui montrent sur 40 ans, 4 décennies, qu'il y a une polarisation forte, notamment aux États-Unis. Ça n'étonnera personne lorsqu'on a observé sidérer les événements du Capitole, n'est-ce pas, qu'il y a une polarisation de la société américaine, à tel point d'ailleurs, et ça doit faire réfléchir ceux qui font profession de diffuser de l'information, qu'une enquête du MIT a montré que globalement les médias républicains ne citaient plus les médias démocrates, et réciproquement. En France, on n'en est pas là du tout. Heureusement, Le Monde peut citer Le Figaro, Le Monde, Libération, etc. Même si chacun a compris que ces journaux ont une éditorialisation politique particulière. Et ça, c'est normal et c'est bien. La vraie question,
c'est qu'à un certain niveau de polarisation, et il me semble que c'est ce qu'on observe aux États-Unis, par exemple, et j'insiste aussi pour dire qu'une étude de l'université de Stanford, qui a paru il y a quelques semaines, a montré que les deux pays les plus polarisés observés dans l'OCDE, c'était donc les États-Unis et la France. Une polarisation affective. Donc ne nous croyons pas non concernés par ce sujet. Et le vrai problème, ce serait d'avoir des citoyens qui vivraient donc dans la même société, mais pas dans le même monde. On a parlé des platistes tout à l'heure, et je ne suis pas certain de vivre tout à fait dans le même monde que des gens qui croient que la Terre est plate, même s'ils revendiquent qu'ils ont des adhérents tout autour du globe, comme ils le disent. Bon. Et donc, la vraie question est, serait-ce encore une démocratie? C'est si par ces effets de polarisation, nous cassons le socle épistémique commun. Parce que pour avoir un débat, encore faut-il que nos arguments contradictoires soient commensurables. Si nous ne vivons plus tout à fait dans le même monde, à force d'attiser, de trouver normal que la conflictualité caractérise la démocratie, est-ce qu'on sera encore en démocratie? Eugénie Bastier, je crois que vous voulez réagir. Bon, sur la presse, je ne suis pas certaine que la presse aujourd'hui soit plus racoleuse qu'elle n'a pu l'être auparavant. Il n'y a qu'à relire le chef-d'œuvre de Balzac, Illusion perdue, pour voir le 19e siècle, justement, à l'époque justement de grande libéralisation de la presse, à quel point c'est la liberté totale, la dérégulation du marché de l'information. Je ne vais pas vous interrompre, mais les conditions du 19e siècle étaient précisément d'une puissance dérégulation du marché de l'information, qui a ensuite été régulé, et nous arrivons de nouveau à cette dérégulation massive du marché de l'information. Donc je trouve que la comparaison avec le 19e siècle est plutôt effrayante de ce point de vue. Mais ça n'a pas duré, comme vous le savez. Oui, mais que l'histoire soit cyclique, c'est sans doute vrai. Mais après, c'est la question. Vous donnez l'exemple des platistes, c'est intéressant parce que est-ce que la minorité platiste menace véritablement la démocratie? J'en douterais. Mais c'est vrai que par exemple, quand on voit les électeurs de Trump qui disent on a gagné l'élection, c'est un peu du platisme en politique, dans le sens où c'est effectivement. Oui, et ça, c'est assez dangereux. Et là, parce effectivement, que ça devient majoritaire dangereux chez les Républicains. C'est pas un point de vue minoritaire. Ça peut être dangereux, mais il y a plein. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand effectivement, c'est évident quand Trump dit j'ai gagné l'élection alors qu'il ne l'a pas gagné. Là, on est face à un mensonge érigé, mais c'est moins évident sur d'autres questions. J'évoquais le cas de la vaccination, j'évoquais le cas, par exemple, des sujets sur l'immigration, où là, on accuse, on dit qu'il y a de la conflictualité, on dit que mais en fait, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur les valeurs, pas sur les faits. Les faits de Villiers a tweeté il y a 1 ou 2 jours en disant que le vaccin n'avait pas d'efficacité. Vous conviendrez que c'est pas un acteur majeur du débat public politique. C'est un soutien de Éric Zemmour, par exemple, un soutien depuis le début. Encore, Enfin, il était dans les premières réunions, etc. Je veux dire, je m'interroge en même temps que je vous réponds, est-ce que vraiment prendre cet exemple du platisme, c'est-à-dire cet exemple d'une non-vérité scientifique, peut s'appliquer à nos débats publics contemporains où il n'y a pas véritablement de vérité, comme en science il y a une vérité scientifique, de vérité politique sur plein de sujets. Il y a des sujets où on n'est pas d'accord, on ne sera jamais d'accord parce que ça engage des valeurs et pas des vérités prouvées par le système du processus scientifique. Et donc je m'interroge sur ce modèle que vous prenez du platisme et donc de la science qui ne peut pas s'appliquer à tous les débats politiques contemporains où il y aura toujours irréductablement des conflits de valeurs qui, même si on est d'accord sur les faits, on continuera à s'écharper là-dessus et c'est ça qui me dérange dans cette comparaison. Alors, Jean Bienenbourg, vous voulez ajouter un mot? D'ailleurs, c'est pour faire le lien quasiment avec votre question, c'est que moi là-dessus, je suis en partie d'accord avec Eugénie Bastier, c'est-à-dire que la démocratie, vous l'avez dit, c'est le débat, mais c'est aussi le conflit. Si vous lisez, moi, il y a un auteur qui nous manque beaucoup, qui est mort il y a quelques années, malheureusement, il est beaucoup moins lu, mais qui est un grand penseur antitotalitaire, qui est Claude Lefort. Moi, toute l'œuvre de Claude Lefort, c'est une pensée de la démocratie comme lieu du conflit, et du conflit y compris virulent. Et il se réclamait notamment de Raymond Aron, et ça rejoint ce que vous disiez, parce que Raymond Aron considérait qu'en dernière instance, même quand les démocraties étaient en termes de décision et en termes de guerre, en termes de décision militaire, il considérait que ce qui faisait la faiblesse des démocraties, c'était notamment le fait qu'en leur cœur, il y avait en permanence du doute et du conflit. Et bien, en dernière instance, ça allait être leur force. Et il disait, au pire moment, enfin dans les moments les plus sombres de notre histoire, comme on dit, il disait, je crois à la victoire finale des démocraties, mais à condition qu'elles le veuillent. Donc, au moment de la décision, c'est aussi ça qui se joue. Et moi, je pense que oui, c'est très dangereux, mais c'est aussi la force, les failles. C'est la faille, c'est le danger, c'est le péril des démocraties. Et en dernière instance, c'est leur force. Merci. Alors, une question sur ma gauche. Oui, je rebondis sur Gérald Brenner qui
Pour le faire savoir, moi j'ai amené cette petite plante sur la table que vous voyez là. Et, je voudrais entendre l'avis de monsieur du CNRS, puisque en tant que Antoine Petit, c'est pour ça que j'allais le citer, sur plutôt la vision du chef d'entreprise et du courage et des décisions quand on doit prendre des décisions. Surtout que Antoine Petit a écrit un livre sur on peut être scientifique et chef d'entreprise. Oui, voilà, c'est il y a longtemps ça. Oui, moi j'avoue que je suis un peu perturbé moi par tout le débat parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Non, je veux dire par là que Antoine Petit abonné au gaz, son opinion, tout le monde s'en fout, à juste titre. Et si c'est Antoine Petit, PDG du CNRS, qui est là, je pense que moi, il y a des... Ok, qu'il y ait des opinions, ça bien sûr, que ce soit la démocratie, bien sûr. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait qu'on se retranche souvent derrière des faits dont on oublie la moitié. C'est-à-dire que chacun va prendre les faits qui vont bien pour essayer de justifier sa position. Et moi, c'est ça qui me gêne, c'est le fait que, certes, il n'y a pas une démarche scientifique, Étienne a raison, il y a des démarches scientifiques, mais moi, ce qui me gêne le plus, mais c'est peut-être juste un biais professionnel, c'est que dans les débats que nous avons, chacun se retranche derrière une espèce de pseudo-démarche scientifique dans laquelle on va prendre juste les faits qui vont bien et les faits qui vont pas bien, on les oublie. Donc c'est ça qui me perturbe, ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à ce qui a été dit, c'est que je pense que la crise, je vais répondre à toutes les questions à la fois comme ça. La crise sanitaire nous a quand même démontré un truc, c'est que la médecine c'est respectable, la science c'est respectable, mais la science et la médecine c'est deux choses différentes. Et que lorsqu'on a entendu un certain nombre de médecins nous expliquer qu'ils prenaient telle décision parce que grosso modo ils savaient que, eh ben non, ils ont pris des décisions parce qu'ils étaient médecins, qu'ils avaient des décisions à prendre rapidement et qu'ils n'étaient pas obligés de faire semblant de croire ou de faire croire que la science avait donné justification à leurs décisions. Et la question qui vient d'être posée, pour moi, est du même ressort, c'est-à-dire que le décideur politique ou le décideur d'entreprise, à un moment, il peut avoir, comme ça a été dit, une réflexion nuancée, sauf qu'à un moment, il faut qu'il prenne une décision. Et là, elle est plus nuancée. Et je pense qu'un autre enseignement de la crise qu'on a pu avoir, c'est que c'est une erreur, de mon point de vue, que de demander ou de faire croire que les scientifiques vont décider à la place des politiques. Chacun son boulot. Le scientifique, il est là pour apporter un éclairage, qu'un éclairage partiel, parce que la meilleure façon de lutter contre le Covid, c'était tous nous enfermer, nous laisser sortir 3 ans après. Je ne sais pas dans quel état on serait sorti, il n'y aurait plus de Covid. D'accord ? Mais évidemment, ce n'est pas une bonne décision. Et pourtant, d'un point de vue scientifique, c'était sans doute la meilleure. Donc sans doute. Moi, ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est que finalement, on mélange tout. Et j'aimerais bien que chacun, finalement, sache de quelle position il parle et qu'on n'essaye pas les uns les autres de... Je l'ai dit tout à l'heure, la science, c'est pas de la croyance. Il y a plein de choses qu'on sait, plein de choses qu'on ne sait pas, plein de choses qu'on étudie. C'est le principe de la recherche. Et de temps en temps, je trouve que les opinions qui sont effectivement, vous l'avez tous dit, absolument indispensables en démocratie, on n'est pas essayé de faire semblant d'expliquer que l'opinion, en fait, elle est basée sur des considérations scientifiques. Ça me fait penser, des fois, j'ai plein de défauts, mais un grand défaut, c'est un grand fanat de sport. Et des fois, alors le foot, c'est pas mon truc, mais vous mettez un supporter du Paris Saint-Germain en face d'un supporter de l'OM. C'est pas complètement rationnel comme débat, pour dire le moins. Mais ils essayent pas quand même d'essayer de démontrer que scientifiquement, il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que c'est juste des arguments des arguments. Je trouve que des fois, ça serait bien qu'on accepte que c'est Paris Saint-Germain contre OM, c'est des valeurs, ou des fois, c'est de la science et des faits, mais le mélange permanent, moi, en tant que citoyen, là, c'est l'abonné au gaz qui parle, me perturbe. Merci. Alors, une toute dernière question, si tu nous le permets. Merci, Christian. Avant de conclure, puisque l'heure tourne. Bonjour, ça marche ? Oui, ok. C'était une remarque-question. Je suis une citoyenne et je lis le Monde, le Figaro, de temps en temps la Croix, voilà.
Et je tombe un peu de l'arbre là, en fait, parce que notamment, j'étais très étonnée par votre remarque sur les questions migratoires et sur le fait qu'on puisse avoir en fait une opinion, parce qu'il me semble qu'il y a l'histoire de la France, et pour moi c'est un socle commun très fort, et malheureusement au même titre que les mathématiques ou que les sciences, peut-être pas suffisamment enseignées, diffusées, etc. Et bien entendu, les historiens ont aussi une opinion, puisqu'ils ont reçu une éducation, ils ont évolué dans un environnement, voilà. Et je suis un peu inquiète en fait, mais peut-être que j'ai pas tout bien compris ou tout bien entendu. Mais où allez-vous chercher l'information du coup pour délivrer des faits, parce que je pense qu'en lisant le journal, c'est ce que les gens attendent. Ils attendent des éléments pour justement pouvoir, comme le dit très bien Monsieur Klein, se forger une opinion. Alors, voilà, donc ça pose la question du journalisme d'investigation. Où allez-vous chercher, c'est-à-dire parce que voilà, où allez-vous chercher l'information? Je suis pas sûre de bien comprendre votre question. Mais notamment la référence à l'histoire, mais parce qu'il y a un débat permanent chez les historiens, par exemple, sur qu'est-ce que la France, la question du roman national, par exemple, est un débat permanent. Il y a des conflits aussi chez les historiens sur la définition qu'on donne à l'histoire de France, à la France. Enfin, il y a un débat historiographique. Et encore une fois, je disais, quand je parlais du débat public, je parlais pas du journalisme en tant que tel. Simplement, c'est vrai je pense que, par exemple, et la crise sanitaire est un bon exemple. C'est au-delà des faits sur scientifiques, sur la crise sanitaire, sur l'efficacité du vaccin, sur l'efficacité du confinement, la question c'est qu'est-ce qu'on met en premier, la liberté ou la sécurité, l'égalité ou la liberté. Et ce débat-là, il n'est pas. Enfin, on est dans un débat de valeurs, on n'est plus dans un débat de faits. C'est ça que je voulais exprimer. Et sur la question migratoire, c'était de dire que normalement on devrait pouvoir se mettre d'accord sur la réalité de l'immigration, sur la réalité des chiffres. Après, c'est la question des valeurs, de la question de l'intégration, est-ce qu'on veut de l'assimilation ou est-ce qu'on veut du multiculturalisme? Est-ce qu'on considère que l'option c'est la créolisation ou qu'on considère qu'au contraire ça va amener une société plus conflictuelle? Et là, il y a un débat de valeurs. Mais on devrait pouvoir, en tout cas, on devrait dans l'idéal pouvoir se mettre d'accord au moins sur la réalité, sur les faits. Après, ensuite, les interpréter, les analyser. C'est ça que je voulais dire, pas autre chose. Merci beaucoup. Alors, pour aller plus loin, je vous renvoie vraiment au livre de nos invités, Le courage de la nuance de Jean Birnbaum, Apocalypse cognitive de Gérald Bronner, Pour se faire plaisir, L'esprit du corps d'Étienne Klein, qui n'a rien à voir avec le sujet, et La guerre des idées de Génie Bastier. Alors, à qui... Excusez-moi, madame. Excusez-moi, je suis dans l'angle mort depuis tout à l'heure, donc je pense qu'on ne me voit pas trop. Je suis derrière vous, je suis parfaitement derrière vous. Je suis là. Alors vraiment très... Ouais, mais je pense que c'est une question assez synthétique par rapport à la question du départ qui était la relation entre la nuance et le courage. Et derrière, sur la définition même de la nuance, vous aviez tous une opinion, de toute façon, en tout cas majoritaire, assez valorisée de la nuance, qu'il y avait du courage derrière la nuance. Moi, je voulais juste vous partager un fait que j'ai vu à l'issue de la COP26 qui vient de se terminer, qui peut peut-être avoir eu un prisme complémentaire et savoir ce que vous en pensiez. Il y a un texte qui a été amendé 4 fois à propos de la sortie du charbon. Donc la première édition du texte était « Accélérer l'élimination progressive du charbon et des subventions aux combustibles fossiles ». Et à la fin, le texte est devenu « Accélérer les efforts en vue de l'abandon progressif de l'électricité produite à partir du charbon et la suppression progressive des subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles ». Donc, je ne sais pas si on est encore sur de la nuance ou de la modération, c'est peut-être à vous de me dire, mais est-ce que la nuance est toujours courageuse dans ce cas? Alors, Étienne. Moi, j'ai pas vraiment de commentaire, si ce n'est que on a beaucoup lu après la COP26 que c'était, sinon un échec, du moins un résultat qui n'était pas à l'auteur des enjeux. On reproche au gouvernement, aux États de ne pas en faire assez. Mais je pose une question. Si les États décidaient de faire ce qu'il faut faire,
c'est-à-dire nous imposer un changement radical de nos modes de vie, une décarbonation instantanée de l'énergie, etc., etc. Eh bien, est-ce que le nombre de manifestants qu'on voit le samedi défiler contre le pass sanitaire ne serait pas multiplié par 100 000 ? Avec un coût de l'énergie qui serait beaucoup plus élevé. Vous avez remarqué que l'énergie en France est gratuite. 1 kWh électrique, c'est-à-dire l'énergie que vous consommez pour un repas. Chaque repas, c'est 1 kWh d'énergie qu'on absorbe. 1 kWh électrique EDF, c'est 13 centimes d'euros. Dans un litre de pétrole, il y a 7 kWh. Vous le payez 1,80 €. Ça vous donne une idée du prix du kilowattheure qui est très, très bas. Et il faudrait le monter pour que justement les contraintes écologiques deviennent fortes. Et est-ce qu'on serait d'accord ? Autrement dit, le courage que nous demandons des États vous semble faible précisément parce que nous n'avons pas de courage. Jean Birenbaum, le mot de la fin. Non, pas du tout, je vais très bien du tout. Mais ce qui serait triste quand même, c'est que votre intervention, qui était à la fois intéressante et assez drôle, finisse par laisser entendre tout l'inverse de ce qu'on a essayé de dire pendant tout le débat, c'est-à-dire que la nuance serait une espèce de truc emberlificoté qui viderait une décision de sa substance et un combat de son essence. Non, justement, tout le but, mais peut-être qu'on s'est mal exprimé, enfin en tout cas, personnellement, c'était de montrer que non, la nuance, c'est tout sauf ça, et que sans doute, la nuance, c'est d'abord une forme de frontalité réflexive, de frontalisme, en tout cas, c'est tout sauf un truc tout mou qui viendrait vider une espérance de son... Donc voilà, je voudrais surtout pas qu'on termine là-dessus, parce que c'est très triste, et on n'a pas envie d'être triste là après ce débat. Merci.